Aujourd'hui, il a été décidé d'intituler la formation le fascisme aujourd'hui et la crise générale de l'impérialisme. Donc on verra pourquoi est-ce qu'on a décidé de lier la question de crise générale avec la question du fascisme. Et on a décidé d'aborder cette question du fascisme parce que c'est un point important dans le pays notamment dans lequel on vit, de comprendre la montée du fascisme, mais c'est aussi un point de politique générale important pour en fait réfléchir au régime politique dans le capitalisme et notamment au gouvernement bourgeois, et bien faire la distinction entre en fait ce qu'est la démocratie bourgeoise, ce qu'est le fascisme, comment le fascisme se crée, quels sont les exemples historiques, etc., sans en fait tomber dans dans des dérives qui soit qualifient plein de régimes de fascistes sans qu'il y ait une base pour cette qualification, ou alors qui au contraire disent ah mais le fascisme c'est un courant historique avec les nazis et Mussolini en Italie, mais c'est valable pour aucun autre mouvement, tous les autres mouvements c'est différent, c'est du populisme de droite, etc. Enfin on y reviendra sur cette chose-là. Donc, pourquoi parler du fascisme? C'est avant tout parce que il y a rarement une définition politique unique qui est donnée, ou alors parfois, dans les gens qui ont pu avoir des formations de milieu, je pense marxiste-léniniste notamment, la définition de Dimitrov, sur laquelle on reviendra, est un peu balancée comme ça, sans explication pour clore le débat, mais sans rapport avec avec la situation actuelle. Donc le fascisme aujourd'hui est rarement défini. Parfois, il va avoir tendance à être défini par la violence. Les fascistes seraient des gens qui utilisent la violence en politique. Donc cette vision-là, c'est celle qui va être portée principalement par du coup des libéraux qui vont assimiler tous les régimes qui ont utilisé la répression à du fascisme, même si ça a aucun sens historiquement. Donc parfois on a fait, il y a des historiens qui ont assimilé le fascisme, enfin la naissance du fascisme, des régimes totalitaires, etc. Par exemple à la Révolution française, parce qu'il y a eu la terreur pendant la Révolution française. Ça c'est le cas de l'historien Furet, qui a écrit, qui a, enfin, en fait, a propagé cette thèse-là dans le milieu historique en France. Et globalement, comme le dit Casavox dans le chat, l'extrême droite, mais aussi beaucoup de libéraux, utilisent cet argument. Les fameux si les antifas utilisent la violence, c'est que c'est eux les vrais fascistes. Donc il y a cette idée fausse là que l'utilisation de la violence, ça fait des personnes qui l'utilisent des fascistes. Et au niveau d'un État, ça serait l'utilisation de la répression. Un État qui serait répressif, ça serait pas différent d'un État fasciste. Et un des signes du fascisme serait la répression. On reviendra sur cette idée-là. Deuxième définition qui peut être donnée, c'est une définition plus historique qui va être de dire ah bah le fascisme c'est un mouvement qui est né en Italie. Alors les plus on va dire ceux qui font le plus de particularisme vont dire que le fascisme c'est propre à l'Italie et que c'est propre à l'Italie des années 20, etc. Donc on peut pas parler de fascisme pour le reste, il faut parler de totalitarisme ou je sais pas quoi. Et ils vont même refuser de dire que les nazis étaient fascistes, par exemple. Bon, on verra pourquoi cette définition-là tient pas la route, et que la définition de dire que le fascisme, parce que c'est né en Italie, c'est seulement propre à l'Italie, ça a pas, en fait, ça tient pas l'analyse politique ou même historique en fait de ce mouvement-là. Et une dernière définition qui est souvent donnée, c'est que les fascistes seraient toutes les personnes qui sont réactionnaires ou ont des idées réactionnaires sur certains sujets. Par exemple, certains groupes écologistes vont être qualifiés d'écofascistes parce que ils ont des positions, par exemple sur les questions de la natalité, du fait qu'il faudrait plus faire d'enfants ou des trucs comme ça, qui se rapprochent de positions de certains fascistes.
mais le fascisme, c'est pas, ou alors d'autres réactionnaires, par exemple des parlementaires de droite, etc., lorsqu'ils vont soutenir des positions réactionnaires sur tel ou tel sujet, vont être qualifiés de fascistes. On va voir que le fascisme, c'est plus, en fait, enfin, c'est un ensemble plus structuré que juste quiconque est réactionnaire et fasciste. Sinon, les royalistes du 19e siècle auraient été des fascistes, alors qu'en réalité, ils n'étaient pas des fascistes, c'était par contre bien des réactionnaires, tandis que les royalistes d'aujourd'hui ont en général été influencés par le fascisme et ont des liens avec le fascisme que n'avaient pas en fait leurs ancêtres royalistes du 19e siècle. Et c'était pas à la même époque, etc. Donc la comparaison peut pas tenir. Salut ACQ. Voilà, mais ces définitions-là, enfin c'est ce manque de définition-là plutôt, il vient d'un vide idéologique, vide qui vient du fait que les bases qui avaient été posées, enfin qui ont été posées par les communistes pour la compréhension du fascisme, pour l'analyse de son origine, de son développement historique, des forces de classe qu'il soutiennent et du coup de la manière dont il peut mettre en place son régime fasciste. Cette analyse-là, elle est passée en fait au second plan lorsque les partis communistes, notamment en Europe de l'Ouest et en Amérique, ont décliné à la suite de la prise de contrôle révisionniste de la plupart des partis communistes. Et l'idée d'une définition du fascisme donnée par les marxistes a décliné. Et même aujourd'hui, chez les gens qui se revendiquent marxistes, les définitions du fascisme peuvent varier énormément et aller de trucs plus ou moins farfelus aux mêmes en fait idées que celles qu'on vient juste de dire, c'est-à-dire le fascisme c'est la répression de l'État, le fascisme c'est incarné par les réactionnaires, les plus réactionnaires, etc. Et on va voir quelques spécificités en fait qui permettent de mieux comprendre cette situation-là. Donc aujourd'hui, étudier le fascisme, c'est fondamental pour comprendre la politique de la bourgeoisie de notre pays aujourd'hui, parce que en fait, la réalité, c'est que le fascisme fait partie des tendances de la politique bourgeoise, et si on le comprend pas comme une partie intégrante de la politique bourgeoise, on peut pas l'analyser correctement et on peut pas comprendre la politique bourgeoise en tant que telle. Si on comprend pas la manière dont se comporte la politique bourgeoise quand elle est en crise et ce que recouvre le fascisme, on peut pas analyser correctement l'ennemi et c'est plus compliqué, voire même impossible de combattre un ennemi que l'on ne peut pas analyser entièrement. Et je vais revenir 2 minutes parce qu'il y a mon chat qui joue avec un truc, ça fait du bruit. Voilà. Du coup, on va commencer directement avec la définition du fascisme qui du coup a été donnée par les communistes au XXe siècle. Donc cette définition-là, elle est partie de l'émergence du mouvement fasciste qui a en effet eu lieu principalement en Italie et en Allemagne, donc en Italie sous la forme du régime de Mussolini, avec les chemises brunes, etc., un coup d'État anti-parlementaire et la mise en place d'un régime fasciste qui portait le nom de fasciste, et c'est de là d'où vient le nom. Et deuxièmement, avec notamment les nazis en Allemagne, qui eux aussi ont pris le pouvoir et mis en place un régime fasciste en Allemagne. Et c'est sur la base principalement de ces deux régimes-là, mais pas que, parce qu'il y avait aussi beaucoup de régimes en Europe centrale et Europe du Sud qui ont été très influencés par à la fois le fascisme italien et le fascisme allemand. Et il y avait effectivement le Japon. Donc c'est pas que sur la base de ces deux régimes-là que la définition du fascisme a été donnée, mais ça a exigé en fait qu'on donne une définition parce que le fascisme était en train de naître et s'imposer comme courant en fait dans beaucoup de pays. Donc à cette époque-là, il y a eu une lutte entre de nombreux adversaires du fascisme
qui étaient mais les chemises brunes, c'est en Allemagne, c'est ça? Les chemises noires, c'est en Italie et les Ouais, chemises c'est ça. brunes, c'est en C'est Allemagne. ça. Ouais, c'est ça. Donc il y a eu des oppositions en fait entre des adversaires du nazisme, du fascisme en général, sur la question de d'où est-ce que ça venait et qui représentait ces forces-là. Donc notamment en essayant de comprendre en fait quelle est la base matérielle du fascisme, c'est-à-dire quelle classe est derrière ce fascisme. Et cette lutte-là, elle s'est placée principalement entre euh, une idée qui était l'idée des fascistes, qui était une idée idéaliste que dans leur propre idéologie, enfin dans celle de ceux qui étaient les plus idéologues chez les fascistes. Hein, on parle pas d'Hitler, mais on parle plutôt, par exemple, dans le cas de l'Allemagne, des frères Bauer, qui étaient qui étaient des fascistes, qui en gros voyaient le fascisme comme l'abolition de la lutte des classes avec un État qui serait au-dessus de Strasser. Strasser, ouais, les Strasser, avec un État Bauer, qui serait, c'est l'Autriche. oui, c'est Otto Bauer, c'est un autre, mais avec les Strasser qui voyaient l'État comme en gros l'administrateur entre les classes et qui abolirait la lutte des classes en étant au-dessus. Et d'un autre côté, des socialistes, notamment des sociodémocrates, mais aussi notamment c'était l'analyse de Trotsky, voyaient le fascisme comme un mouvement de réaction de la petite bourgeoisie face à l'avancée du mouvement ouvrier, et où en fait, sous la pression du mouvement ouvrier, la petite bourgeoisie aurait créé un mouvement ultra réactionnaire pour maintenir ses intérêts et notamment du coup l'utilisation de l'État dans cet objectif-là. Dimitrov, il a écrit un rapport qui est assez facile à lire, donc je le recommande, qui a été donné pour le congrès de l'internationale communiste. Et dans ce rapport, il dit la chose suivante. Le fascisme, ce n'est pas une forme de pouvoir d'État qui, prétendument, se place au-dessus des deux classes du prolétariat et de la bourgeoisie, ainsi que l'affirmait par exemple Otto Bauer. Ce n'est pas la petite bourgeoisie en révolte qui s'est emparée de la machine d'État, comme le déclarait le socialiste anglais Brailsford. Non, le fascisme, ce n'est pas un pouvoir au-dessus des classes, ni le pouvoir de la petite bourgeoisie ou des éléments déclassés du prolétariat sur le capital financier. Le fascisme, c'est le pouvoir du capital financier lui-même. Donc, ce que veut dire Dimitrov avec ça, c'est que dans la vision de ceux qui disent que le fascisme est au-dessus des classes et dans la vision de ceux qui disent que le fascisme, c'est la petite bourgeoisie, le fascisme, ça serait un régime qui, en fait, au fond, s'opposerait à la bourgeoisie en place dans ces États-là, qui est la bourgeoisie au pouvoir, qui est le capital financier, enfin qui a pour base le capital financier. La bourgeoisie impérialiste, l'aristocratie financière, vous appelez ça comme vous voulez, mais donc c'est cette bourgeoisie qui est née au moment de l'impérialisme de la fusion entre capital bancaire et capital industriel. Donc on a déjà vu ça dans les formations sur l'économie. Mais donc l'idée, c'est que si c'est la petite bourgeoisie et comme il le dit, les éléments déclassés du prolétariat, c'est-à-dire plutôt le lumpen prolétariat, qui essaie de prendre le pouvoir avec le fascisme, ou alors si c'est une force qui essaie de se placer au-dessus des classes, qui essaie de prendre le pouvoir, alors obligatoirement, cette force est au final contre le capital financier. Or, ce qui va se passer dans tous les pays où un régime fasciste va être mis en place, c'est que le principal bénéficiaire de ce régime-là, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire soit par des coupes directes dans les taxes, par exemple, dans les droits du travail, ou alors par on le verra, mais par des politiques corporatistes qui vont intégrer les grands monopoles aux commandes d'État, etc. Toujours, c'est ce capital financier, ces grands monopoles dans les pays impérialistes, qui va bénéficier en fait de la mise en place du régime fasciste. Donc, Dimitrov en tire la conclusion sur la base de cette analyse-là que le fascisme, c'est l'expression du pouvoir du capital financier lui-même. Donc, c'est-à-dire que c'est toujours le capital financier qui est au pouvoir lors du passage à un régime fasciste, mais le capital financier passe à un régime fasciste depuis la démocratie bourgeoise pour une raison. Et donc, la raison va être trouvée en fait dans la crise, la question de la crise. Pourquoi est-ce que le régime de l'État bourgeois
recours au fascisme. Pourquoi est-ce qu'il utilise le fascisme? Il l'utilise comme roue de secours du capitalisme, comme manière pour le capitalisme de se préserver, même dans les pires moments. Et à ce moment-là, le pire moment, c'est la situation de crise qui existe, notamment avec le fait que aux portes de l'Europe, il y a l'URSS, et que la menace de l'URSS est très présente, en plus de celle du mouvement ouvrier de la Révolution, dans les pays d'Europe de l'Ouest. Donc le recours au régime fasciste est le seul moyen de en fait maintenir le statu quo et de préserver les intérêts des grands monopoles. Donc ça, il y a des analyses assez intéressantes. Bon, par exemple, enfin c'est pas le meilleur exemple parce que c'est pas enfin c'est pas un historien ni un économiste, mais il donne des informations de première main. Mais il y a un Américain qui s'appelle Michael Parenti qui a écrit sur le fascisme et qui montre notamment les politiques dans les régimes italiens et allemands et à quel point elles ont profité aux grands monopoles italiens et allemands. Puis il y a d'autres analyses qui peuvent être trouvées sur les politiques économiques qui ont été mises en place à ce moment-là, mais c'était clair en fait et net que ce à qui profitait en fait ce régime fasciste, c'était avant tout au monopole et non pas principalement à la petite bourgeoisie ou au lumpenprolétariat qui n'ont pas pris le pouvoir en fait dans cette période-là. L'internationale communiste, du coup, sur la base de la définition de la base matérielle du fascisme donnée par Dimitrov, elle va donner la définition du fascisme au pouvoir. Elle va dire que le fascisme au pouvoir, c'est la dictature terroriste ouverte des éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins et les plus impérialistes du capital financier. C'est-à-dire que la distinction qualitative qui existe en fait entre l'idée que le fascisme c'est une autre classe que la bourgeoisie impérialiste et le capital financier, enfin qui s'assoit sur le capital financier, elle est en fait un peu balayée par cette définition-là, parce que cette définition-là montre que la distinction qualitative qui existe entre le régime bourgeois démocratique et le régime bourgeois fasciste, c'est la question de quelle fraction de cette classe est au pouvoir. Et sous le fascisme, c'est la partie de la classe de la bourgeoisie la plus réactionnaire, la plus chauvine, la plus impérialiste, qui est au pouvoir. Et cette fraction-là, cette partie-là, se renforce en fait à mesure qu'elle exerce son pouvoir. C'est-à-dire que évidemment, au moment où Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, les libéraux, les sociodémocrates, même les conservateurs, certains n'étaient pas nécessairement chauds, même s'il faut se souvenir que c'est les conservateurs, dont Hindenburg, qui ont permis à Hitler de constituer un gouvernement et donc de devenir chancelier. Il n'a pas pris le pouvoir par un coup d'État immédiatement. Mais en fait, cette situation-là, cette situation où la bourgeoisie est supposément opposée au fascisme, elle ne dure pas longtemps et en fait, il y a un ralliement plus ou moins rapide des éléments les plus réactionnaires et chauvins de cette bourgeoisie-là au nouveau régime fasciste. Et ça se produit en fonction, enfin, ça se produit en fonction des pays de manière différente, mais ça s'est très clairement produit, par exemple, plus rapidement en Italie qu'en Allemagne, parce qu'en Italie, le Parlement était tellement faible que Mussolini a ramené à lui en fait tous ceux qui étaient globalement anti-parlementaires, ce qui était une partie importante de la bourgeoisie à l'époque en Italie, parce que la bourgeoisie en avait marre du Parlement qui servait à rien. En Allemagne, ce ralliement-là s'est principalement fait sur le combat contre les communistes et en partie contre les socialistes aussi. Donc ça a permis de rallier. En France, il y a très clairement eu aussi ce ralliement-là avec les pleins pouvoirs votés à Pétain, par exemple. C'est un exemple de à quel point la bourgeoisie, malgré le fait qu'elle est supposée à lutter contre le fascisme, les fascistes c'est pas bien, etc., lorsqu'elle se retrouve au pied du mur, elle y recourt volontairement et majoritairement sans se poser de questions. Oui, c'est vrai qu'en Allemagne, il y avait déjà les décrets-lois depuis plusieurs années. Voilà donc pour la définition qui a été donnée par Dimitrov, qui est donc une définition qui cherche en fait à analyser le fascisme comme il est compris à l'époque, c'est-à-dire le fascisme du début du XXe siècle, dans les années 30.
Donc ça nous donne une base d'analyse qui est une base très solide et toujours valable aujourd'hui, mais ça ne nous dispense pas en fait d'analyser les courants fascistes aujourd'hui, et au contraire ça nous invite à les analyser à la lumière de cette définition et pas à les laisser de côté et à dire capital financier par-ci, capital financier par-là, et faire comme si on avait compris le fascisme de manière intégrale 70 ans après cette définition-là. Il faut la mettre à l'épreuve du temps et l'appliquer aux exemples qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la situation est différente. Il n'y a plus l'URSS aux portes de l'Europe. Cependant, l'analyse de Dimitrov, elle continue à être vraie, vu qu'on voit qu'en temps de crise, comme aujourd'hui, comme depuis globalement les années 80, à la suite du tournant qui est nommé néolibéral dans l'économie mondiale, mais globalement après les chocs pétroliers et le début de perte de vitesse des vieilles puissances impérialistes, il y a une crise générale de l'impérialisme, et cette crise petit à petit favorise de plus en plus le recours au fascisme, et c'est ce qu'on appelle du coup la montée du fascisme. Et personne ne peut la nier rien qu'avec les résultats électoraux, hein. C'est que un des exemples, mais c'est un des exemples les plus faciles à comprendre quand on voit les scores qui étaient faits par les partis fascistes internationalement il y a 40 ans, et quand on voit maintenant, très clairement, les cartes ont été rebattues. Ces partis-là sont montés rapidement et se sont hissés comme des alternatives viables. Même il y a 18 ans, en 2002, quand Le Pen était au second tour, tout le monde était dans la rue et c'était vu comme une impossibilité qu'il y ait la moindre tentative d'accès au pouvoir de la part du FN. Quand Marine Le Pen est au second tour en 2017, c'est déjà pas du tout la même chose, et quasiment personne ne sort dans la rue à ce moment-là. Donc cette montée-là, elle est palpable et elle est pratique. Enfin, on peut la voir en pratique en fait. Donc la question de la crise, elle se divise en deux à la lumière de la théorie de Dimitrov et à la lumière de la réalité d'aujourd'hui. D'un côté, il y a la crise de la révolution socialiste, c'est-à-dire qu'il y a toujours la menace d'une révolution qui plane, et que ça soit via les mouvements révolutionnaires dans les pays opprimés, ou que ça soit via simplement les mouvements qu'on appelle les mouvements sociaux, donc c'est-à-dire les soulèvements de temps en temps d'une partie des masses vis-à-vis de telle ou telle réforme, ou vis-à-vis de telle ou telle condition, bavure policière, etc. Il y a toujours une menace de cette révolte-là qui peut se transformer en révolution. Donc l'idée l'idée fasciste, en fait, de recourir à un gouvernement fasciste, se base toujours en fait sur ça. Et c'est pas étonnant, par exemple, que Marine Le Pen appelle constamment à l'interdiction des manifs, des trucs comme ça. Enfin, ça fait partie des raisons pour lesquelles le courant fasciste existe, pour museler cette tendance-là. Donc il y a ça d'un côté, et d'un autre côté, il y a cette crise générale du système impérialiste qui touche de plein fouet notamment les vieilles puissances impérialistes, parce que et la France fait partie des plus vieilles puissances impérialistes, parce que leur assise est menacée par d'autres concurrents, etc. On le verra plus tard. Cette crise-là fait que c'est de moins en moins possible, par exemple pour les gouvernements bourgeois, de mettre en place des systèmes comme il y avait pu avoir dans les années 50-60, d'État-providence ou de choses comme ça, d'États qui étaient très influencés par la social-démocratie, qui tentaient de redistribuer une partie des super profits qui étaient générés par leur impérialisme, etc., pour en fait supprimer cette crise-là. Maintenant qu'il y a la crise, maintenant que la crise elle touche de plein fouet, maintenant qu'il faut être ultra concurrentiel avec tous ses voisins pour pouvoir survivre dans l'économie mondiale, il n'y a plus le temps de faire la sécu, il n'y a plus le temps de faire, allez, prenons un exemple au hasard, l'hôpital public, des choses comme ça. Ça devient nécessaire de garantir les profits de plus en plus et de plus en plus fort, et c'est pour ça que ces politiques-là s'intensifient. C'est pour se préserver de cette crise générale-là qui touche de plein fouet en fait les économies, notamment impérialistes, au niveau mondial. Et en réaction en fait de ces deux aspects de crise, et pour éviter qu'un aspect en entraîne l'autre, c'est-à-dire pour éviter que la crise de la révolution socialiste entraîne encore plus une crise du système général impérialiste,
ou que la crise du système général impérialiste entraîne une révolution socialiste, on peut apercevoir dans l'ensemble des régimes bourgeois, dans la grande majorité des régimes bourgeois en tout cas, ce phénomène-là de montée du fascisme. Donc cette montée du fascisme-là c'est pas une montée qui se fait exactement de la même manière dans tous les pays, ni qui se fait avec exactement les mêmes aspects dans tous les pays. Le gouvernement fasciste, il est très particulier et il va dépendre dans son application, dans la manière dont il va se mettre en place, du pays dans lequel il se met en place. Donc il va y avoir des distinctions qui vont être faites parce que des régimes fascistes peuvent se mettre en place par coup d'État, mais pas nécessairement. Des régimes fascistes peuvent se mettre en place brutalement, mais pas nécessairement. Des régimes fascistes peuvent être brutaux immédiatement, mais pas nécessairement. Et en fait, va y avoir un ensemble de caractéristiques dont on va parler après, qui font que les régimes fascistes n'ont jamais en fait copié ce qui a été fait auparavant exactement en fait, parce qu'ils font face à des conditions qui sont différentes et en fait ils répondent à une crise qui est différente. La crise n'est pas pareille si c'est une crise parce qu'il y a un risque de socialisme, auquel cas il faut éliminer les socialistes et en général il y a des politiques génocidaires par exemple qui vont être mises en place enfin quand je dis les socialistes je veux dire les communistes, mais parfois ça a été aussi les socialistes, genre au Chili c'était pas que les communistes, mais parfois, si la raison pour laquelle le fascisme arrive au pouvoir, c'est parce que la crise générale de l'impérialisme fait qu'il faut renforcer l'État et renforcer le régime pour maintenir les profits et pour préparer par exemple une guerre. À ce compte-là, c'est pas, enfin, ça va pas baser sur des politiques du même ordre. Par contre, le développement du chauvinisme va être d'autant plus important que l'opposition avec les autres impérialismes, notamment les impérialismes voisins, vont être importants. Et oui, il y a effectivement les deux en Allemagne, c'est-à-dire que l'arrivée des nazis au pouvoir doit régler d'un côté la crise des communistes allemands et du risque de révolution, et de l'autre côté la crise impérialiste de 1929 qui a laissé le pays à bout de souffle. Et donc, va y avoir ces deux aspects-là dans le régime fasciste. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, en essence, c'est que la forme normale de gouvernement bourgeois, c'est la démocratie bourgeoise, c'est pas le fascisme. Le fascisme, c'est la forme de gouvernement auquel l'État bourgeois a recours quand il est en crise, quand il y a une crise qui ne peut être réglée que par des mesures de dernier recours. Mais le cas, enfin le cas normal de régime bourgeois, c'est la démocratie bourgeoise. Parce que le fascisme, c'est les mesures exceptionnelles, etc. Et donc, en théorie, le régime fasciste, c'est un régime de crise auquel la bourgeoisie n'aspire pas dans la mesure où elle peut maintenir ses profits d'une manière qui utilise le régime démocratique bourgeois. Parce que le régime démocratique bourgeois lui donne déjà, rien que d'un point de vue politique, beaucoup plus de légitimité que le régime fasciste. Donc il y a c'est ça la situation. La situation, c'est que la démocratie bourgeoise, c'est la norme et que le fascisme, c'est la réaction en cas de crise. Et c'est en comprenant ça qu'on comprend d'où vient le fascisme et comment il se met en place. On reviendra sur les questions à la fin, comme les autres cours, si vous voulez bien. Sur certaines caractéristiques qu'on peut donner du fascisme sur sa méthode de gouvernement, il y a d'abord, comme le fascisme est différent du régime démocratique bourgeois, il est aussi opposé au régime démocratique bourgeois, et cette opposition-là peut être soit directe et claire entre guillemets, comme c'était le cas en Italie ou en Allemagne, parce qu'en Italie et en Allemagne, les États sur lesquels se sont imposés des régimes fascistes, des gouvernements fascistes, étaient des États qui étaient récents et qui étaient faibles, que ce soit la République de Weimar ou que ce soit le parlementarisme italien, c'était des régimes qui étaient relativement faibles, et donc l'idée d'un régime fort, fasciste, etc., devait s'opposer immédiatement et principalement à ce régime-là. Donc il y a eu une opposition directe des partis fascistes pour
la prise du pouvoir. Mais en fait, cette opposition aux principes politiques qu'on appelle libéraux démocratiques ou démocratiques bourgeois, en gros les principes politiques issus de la Révolution française, les principes républicains, vous les appelez comme vous voulez, ces choses-là, ça peut aussi venir de manière plus camouflée, on va dire. C'est-à-dire que par exemple, Marine Le Pen et le Front National, officiellement, ne sont pas des anti-républicains et ne sont pas officiellement contre le parlementarisme, etc., tant qu'ils sont minoritaires dans ce parlementarisme et qu'ils peuvent l'utiliser pour s'exprimer parce qu'ils ne sont pas au pouvoir, évidemment. Mais en fait, si on prend déjà, enfin, on pourra y revenir après s'il y a des questions là-dessus, mais si on prend les bases idéologiques du FN, aujourd'hui, comme depuis sa création, les personnes qui sont au pouvoir dans le FN les programmes qui sont proposés par ces personnes, notamment en matière de suppression de droits qui sont pourtant des droits justement libéraux démocratiques qui ont émergé dans l'histoire, genre le droit de grève, genre le droit de réunion, la liberté d'association, les trucs comme ça, c'est des trucs qui ont émergé avec dans le régime démocratique bourgeois. La négation de ces principes-là, c'est le début, en fait, c'est la base pour nier le reste des principes démocratiques bourgeois au final, nier le régime démocratique bourgeois en tant que tel. Et donc ça n'a pas nécessairement, surtout à l'époque où on est dans un pays où il y a un régime politique qui est en place depuis 70 ans, qu'il y a bon j'exagère quand je dis 70 ans, plutôt 60 ans, qu'il y a un État qui est très développé, etc., qui est traditionnellement assez fort en France, qui le fait que on s'oppose pas directement à ce régime politique-là, quand on veut se faire élire dans ce régime politique-là, ça paraît assez logique. Aujourd'hui, ça marcherait pas de faire comme les poujadistes il y a 70 ans, c'est-à-dire dire qu'il faut mettre à bas cette république, etc. Et ça marcherait pas non plus de faire comme avaient tenté de le faire certains comme par exemple le général Boulanger dans les années à la fin des années 1890, qui était du coup un général qui avait plus ou moins tenté de prendre le pouvoir sur la base de la République est faible, etc. Il nous faut un homme providentiel, des choses comme ça. Aujourd'hui, même si ça a toujours une importance, notamment en France, aujourd'hui, le fascisme ne pourrait pas s'exprimer directement et dire ah oui, oui, on va détruire la République. Ou alors il serait réduit à être comme les petits groupes fascistes qui aujourd'hui disent ça ouvertement, mais qui sont très peu influents comparativement au FN. Et sur la question de est-ce que le FN est contre le droit de grève, le FN officiellement n'est pas contre le droit de grève, mais à chaque fois qu'il y a une grève, le FN se prononce contre la grève, et à chaque fois qu'il y a un événement un peu important, qu'il y a quand il y a eu par exemple les attentats, quand il y a un mouvement social, quand il y a des questions de violence policière ou de machin comme ça, à chaque fois qu'il y a un mouvement, boum, ils se mettent obligatoirement contre, et ils ont jamais soutenu un seul mouvement social de cette manière-là. Et d'ailleurs, par exemple, des gens qui ont quitté le FN comme Florian Philippot, qui était numéro 2 globalement du FN jusqu'à 2017, quand ils sont partis, se sont mis à soutenir du bout des lèvres certains mouvements sociaux, genre le mouvement des chauffeurs et routiers, des trucs comme ça. Mais en fait, rapidement, les ont désavoués et le RN les a désavoués. Ils ont soutenu les Gilets jaunes jusqu'au début du moment où les Gilets jaunes, ils ont soutenu les Gilets jaunes une semaine et demie, quoi. Le FN, très rapidement, à la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre, ont été refusés. Ils ont dit ah ben non, l'utilisation, les méthodes et l'opposition aux forces de police, machin comme ça, c'est pas du tout c'est pas du tout ce qu'on soutient. Ce qui est logique étant donné que un des foyers de vote RN les plus importants, c'est la police et l'armée. Donc c'est pas étonnant. Donc
Donc, d'abord, il y a cette négation des principes politiques libéraux-démocratiques, mais cette négation-là, elle se fait pas que par la répression. C'est-à-dire que le fascisme, c'est pas que un gouvernement répressif, c'est pas que un gouvernement qui utilise la violence, parce qu'en réalité, en tant que communiste, on sait que l'État est un outil de violence. L'État est l'outil par lequel une classe exerce sa violence sur une autre classe. Donc, si il y a cette violence-là qui existe dans l'État bourgeois de manière générale, alors l'État bourgeois démocratique, lui aussi, est un État violent et un État répressif. Donc, on peut pas dire que le fascisme est défini par la violence. Sinon, à ce compte-là, ça revient à dire que le régime bourgeois démocratique n'est pas violent. Ce qui, pourtant, on le sait tous, est faux. Donc, c'est important de comprendre que c'est pas seulement la répression qui qualifie le fascisme, en fait, c'est le fait que cette répression atteint un niveau qu'on appelle terroriste, c'est-à-dire que la répression qui est mise en place dans le régime fasciste a pour but d'empêcher toute résurgence de ces principes libéraux-démocratiques, toute défense des principes comme la liberté de réunion, d'association, les trucs comme ça qui ont été développés dans les régimes démocratiques bourgeois pour maintenir le régime en place. Ce qui n'est pas le cas de la répression dans un gouvernement démocratique bourgeois. Deuxièmement, on peut retrouver comme similitude dans une grande partie des régimes fascistes la mise en place d'une politique corporative de division de la société. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que les fascistes vont tenter de nier la lutte des classes dans la société et ils vont surtout tenter de nier, de supprimer en fait l'importance du Parlement bourgeois dans la société bourgeoise, parce que le régime démocratique bourgeois se base en général avant tout sur le Parlement. Il y a évidemment différents types de régimes. Il y a les régimes qu'on appelle parlementaires, c'est-à-dire les régimes dont le pouvoir est issu du Parlement, genre l'Angleterre par exemple. Les régimes qu'on appelle semi-parlementaires, la France par exemple ferait partie de ces régimes hybrides-là. Et il y a les régimes présidentiels où il y a du coup un président qui concentre des pouvoirs. Par exemple, le régime américain est un régime présidentiel. Mais au fond, dans tous ces régimes démocratiques bourgeois-là, c'est le Parlement et le pouvoir parlementaire qui tient une force prépondérante. Et par exemple, le président américain, si le Parlement n'est pas, s'il est démocrate par exemple et que le Parlement n'est pas démocrate, il ne peut rien faire ou il peut faire très peu de choses, excepté quand même la politique militaire qu'il est le seul à diriger et qui est quand même assez importante. Mais au niveau des politiques internes, il est très limité. De la même manière, si jamais vous prenez le régime, le régime semi-parlementaire français, si à l'époque où il y avait les cohabitations, etc., si le Premier ministre est, par exemple, PS, mais que l'Assemblée nationale est, à l'époque, ça aurait été le RPR, la droite, les Républicains, vous les appelez comme vous voulez. À ce compte-là, le Premier ministre va être de ce parti-là, et les politiques qui vont être faites ne vont pas être les politiques uniquement du président, mais celles aussi du parti qui est capable de faire passer les lois. Et en fait, dans tous les cas, le fascisme va attaquer cette primauté du Parlement. Il va attaquer le fait que le Parlement a ce pouvoir-là dans le régime démocratique bourgeois pour le remplacer par le gouvernement, c'est-à-dire l'organe exécutif, le pouvoir exécutif, qui va diviser en fait la société en grandes corporations avec lesquelles il va passer des deals en fait. Donc c'est pour ça qu'on peut retrouver une des importances de certains corps en fait dans le régime fasciste, comme l'armée, comme l'Église, comme certains grands monopoles qui vont être alliés du gouvernement fasciste et qui vont d'un coup prendre une position maîtresse dans le système politique, parce que les décrets, les lois, etc. Du nouveau régime, du régime fasciste, vont se retrouver propagés et appliqués non seulement par l'État, parce que et non seulement par le système classique parlementaire, mais aussi dans des grandes corporations que l'État va chercher à entre guillemets bichonner et à en gros gérer tranquillement de son côté. Donc en gros, l'État va essayer de diviser la société en sorte de grands corps, et sur la base de ces grands corps-là,
il va pouvoir administrer cette société en essayant de nier la lutte des classes. Donc par exemple en favorisant, comme on l'a dit, l'armée, l'Église, les grands monopoles, etc. Et il va en fait expulser euh, les euh, les personnes qui ne rentrent pas dans les groupes qui ne rentrent pas dans ce corporatisme-là. Donc évidemment, les groupes notamment organisés du prolétariat, les organisations révolutionnaires, etc., vont être les premières à être expulsées parce qu'aucune politique corporatrice ne peut les satisfaire. On peut pas, le régime fasciste ne peut pas faire des lois d'exception qui favorisent, par exemple, je sais pas, la liberté des syndicats ou les syndicats qui mettent en avant une ligne révolutionnaire. Par contre, il peut très bien faire des lois qui vont donner plus de prérogatives à l'armée, qui vont donner plus de prérogatives à l'Église, qui vont donner des grands contrats en or à des organisations comme des monopoles, comme des trusts, comme des fonds d'investissement, etc. Donc c'est sur cette base-là que va s'organiser le corporatisme fasciste. Euh, et c'est notamment le gouvernement qui du coup va prendre la place principale dans le régime fasciste en opposition au Parlement. Va y avoir ensuite, maintenant qu'on a donné ces caractéristiques-là, il y a quand même des débats qui existent sur la question de comment est-ce que le fascisme il vient au pouvoir en fait qu'est-ce qui porte ce fascisme-là au pouvoir. Il y a, j'ai essayé de noter deux erreurs qui sont faites quand on analyse le fascisme. La première, c'est celle de parler de fascisation. Donc c'est un mot qui revient pas mal quand on essaie de comprendre le fascisme et qu'on essaie de comprendre en fait les mesures qui sont qui sont mises en place pour augmenter la répression. Genre le fait que la répression ait beaucoup augmenté dans les mouvements sociaux après 2016 et surtout après les Gilets jaunes, qu'il y ait l'utilisation par exemple de méthodes presque scientifiques pour essayer de dire qui était à une manif par exemple avec l'utilisation de je crois qu'ils utilisaient un gaz qui restait sur les vêtements et qui pouvait être révélé avec un révélateur, enfin plein de trucs comme ça qui ont augmenté la répression, l'augmentation de la surveillance des militants et globalement l'interdiction des manifestations, des choses comme ça. Ça peut être analysé, on peut dire bon bah ça c'est des mesures de fascisation parce que ça augmente la répression en général et ça en fait ça favorise le fascisme. Cette vision-là, elle va de pair avec une vision qui voit dans l'État la base du fascisme et qui du coup alerte à l'idée d'un État fasciste. De la même manière qu'on peut dire il y a un État policier, certains vont dire bah il y a un État fasciste. L'erreur en fait qui est commise par cette idée-là, c'est de ne voir le fascisme que dans les mesures qui sont prises, donc de ne voir le fascisme que dans l'augmentation de ces mesures, hein, le passage de plus ou moins de répression à plus de répression, et de ne voir l'État non pas comme l'État d'une classe, mais l'État d'un niveau de répression. Donc quand l'État est très répressif, c'est un État fasciste, et quand l'État est pas très répressif, il met en place des mesures qui fascisent cet État-là. C'est une idée qui est incorrecte pour deux raisons. Au niveau de la raison de l'État, c'est que ce soit dans le cas du régime démocratique bourgeois ou que ce soit dans le cas du régime fasciste, l'État, il reste bourgeois en fait. Et il reste au service de la même classe et il reste dirigé par la même classe. Donc il n'y a pas d'État fasciste, il y a un gouvernement fasciste à la tête de l'État bourgeois. Évidemment, l'État bourgeois se transforme au moment où les fascistes prennent le pouvoir, parce qu'ils commencent eux-mêmes à le transformer. Mais l'État ne se transforme pas en État fasciste comme ça en claquant des doigts. Et cette erreur-là, elle vient du fait que les tenants de la thèse de la fascisation, ceux qui disent que l'État en fait se fascise, ils prennent comme base les mesures, c'est-à-dire ils prennent comme base l'augmentation de la répression, la mise en place de nouvelles mesures de répression, etc. Et ils prennent pas comme base la restructuration de l'État, c'est-à-dire la restructuration des besoins de la bourgeoisie pour maintenir son État. Ce qu'on verra juste après comme étant
la manière dont l'État en fait se prépare au fascisme. Parce que évidemment, comme on l'a dit, le fascisme en Allemagne en 1933, ça a pu être mis en place assez rapidement parce que l'État allemand avait moins de 15 ans. En fait, le nouvel État allemand avait moins de 15 ans. Le régime de la République de Weimar était très jeune. Alors que bon, le régime de la Ve République, déjà, il est installé depuis plus longtemps, et même le régime républicain en France est installé depuis quand même plusieurs siècles. Donc on liquide pas ça en un quart de tour en fait. Et c'est important à comprendre pour comprendre d'où viennent les transformations de l'État, parce que si on dit qu'il y a pas que cette fascisation là, elle permet pas de comprendre le fascisme, ça veut pas du tout dire qu'on ne lit pas les réformes qui sont faites pour interdire le droit de grève, pour détruire le code du travail, pour interdire les manifestations, etc., avec des mesures qui prépare l'État au fascisme. Au contraire, ça en fait partie. Mais en fait, ça nous permet de dire qu'il y a une différence qualitative entre l'État qui fait ça, le gouvernement qui fait ça dans un régime démocratique bourgeois, et le gouvernement fasciste. En fait, le fait que Macron mette en place des mesures contre les personnes qui se sont mobilisées au moment des Gilets jaunes ne fait pas du gouvernement de Macron un gouvernement fasciste. Ceci dit, le fait qu'il ait fait ces mesures fera que la prochaine fois qu'il faudra faire des mesures telles qui pourraient être mises en place par un gouvernement fasciste, ça sera d'autant plus facile qu'il y a un précédent du fait que ça a déjà été fait sous Macron. Donc voilà, c'est cette manière-là qu'il faut comprendre. On ne rejette pas la fascisation parce que on considère que ce qui est fait dans les régimes démocratiques bourgeois, c'est parfaitement démocratique et ça n'a rien à voir avec le fascisme. Au contraire, on rejette cette idée-là parce qu'on veut montrer qu'il y a une différence qualitative entre l'État dirigé par les fascistes et l'État dirigé par le gouvernement bourgeois démocratique, mais que les réformes qui sont faites par les gouvernements démocratiques bourgeois mettent en place, en fait, petit à petit, les structures qui sont nécessaires au fascisme pour être au pouvoir. Et la deuxième erreur, c'est l'erreur du coup d'État. C'est l'erreur, en fait, d'attendre le fascisme dans ceux qui proclament ouvertement le fascisme, qui, du coup, seraient, pour les plus extrêmes et les plus visibles, les groupes fascistes de rue ou les groupes fascistes les petits groupes fascistes, quoi, genre Génération Identitaire, genre les groupes type Action Française pour les royalistes, des choses comme ça, qui sont en fait des expressions du fascisme, mais qui sont aujourd'hui pas l'expression principale du fascisme, c'est pas eux la pointe de faire du mouvement fasciste. Par contre, ils servent en fait le mouvement fasciste en pratique sur le terrain. Et notamment, enfin, les liens entre le GUD, qui est un groupe fasciste, et le FN, c'est avéré. Par exemple, le principal conseiller de Marine Le Pen sur les questions de relations avec les grandes entreprises et les business pour pouvoir avoir de l'argent pour le FN et garantir des soutiens chez les patrons, c'est un ancien du GUD. C'est aussi lui qui s'occupait de la communication du FN pour les différentes campagnes électorales, etc. De nombreux conseillers de Marine Le Pen sont ce qu'on appelle des anciens gudards, c'est-à-dire des anciens fascistes de rue qui, en fait, se sont simplement intégrés à l'appareil de parti du FN. Et on peut voir que ce soit au niveau des étudiants, la cocarde étudiante ou des trucs comme ça, ou l'UNI, aujourd'hui, ou que ça soit dans les organisations politiques, Génération Identitaire notamment, ça sert en fait un peu de centre de formation pour les futurs cadres du parti fasciste. Et en fait, l'erreur du coup d'État, ça revient à attendre que le fascisme arrive un peu comme une prophétie, c'est-à-dire que dans 10 ou 20 ans, dans un certain temps, parce que les contradictions ont été énormes, etc., il y aura un coup d'État fasciste, et en fait, ce qu'on doit faire en attendant, c'est s'opposer à ce coup d'État fasciste en essayant de faire un grand front populaire des organisations de gauche, des organisations d'extrême gauche, le plus qu'on peut trouver, pour s'opposer à l'idée de ce coup d'État fasciste. Et la variante la plus de ça, c'est la variante la plus de gauche entre guillemets. La variante la plus de droite de cette idée-là, c'est le fameux barrage républicain.
C'est l'idée que le fascisme va prendre le pouvoir par soit un coup d'État, soit par une percée immense d'un coup, et que en fait on doit s'en prémunir par une sorte de front, soit un front du coup républicain, soit un front populaire en fonction de la force des sociodémocrates et de la gauche et de l'extrême gauche. Aujourd'hui, c'est clair que vu la force de la gauche et de l'extrême gauche en France, c'est en général plutôt cette partie-là des organisations qui se rallient au front républicain que le front républicain qui se rallie au front populaire, évidemment. Donc cette situation-là, en fait, elle montre bien le problème stratégique, parce que ça soit la première erreur dont on a parlé ou que ça soit cette erreur-là, elles permettent pas de comprendre la manière dont le fascisme arrive au pouvoir. Elle reste sur une compréhension idéaliste de la manière dont le fascisme arrive au pouvoir, c'est-à-dire d'un côté l'idée que le fascisme il arrive au pouvoir quand il y a une certaine quantité de répression qui est atteinte, quand les lois répressives deviennent plus importantes que les libertés fondamentales. Et de l'autre côté, c'est une théorie qui prend pour analyse de cas. Vous m'entendez plus? Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô, allô? Ah, vous m'entendez? Ouais, du coup, j'ai coupé. Ok, je pensais pas. Mais du coup, voilà, ok, ça, du coup, ça a coupé pour tout le monde, mais bon, pas de souci, on va pouvoir continuer. Donc ces deux erreurs-là, en fait, ne permettent pas de mettre en lumière une chose qui est très importante, qui est que le fascisme monte sous sa forme moderne, sous sa forme actuelle, par la restructuration de l'État bourgeois pour faire face à la crise de l'impérialisme. Et c'est avant tout cette vérité-là qui permet de comprendre la montée du fascisme. C'est pas d'essayer de déceler si le fascisme va arriver au pouvoir par un coup d'État ou s'il va arriver au pouvoir par une élection. C'est pas de déceler si les fascistes, c'est ceux qui disent nique la République avec des vieux autocollants royalistes, ou si c'est le FN au Parlement. La vraie manière d'analyser cette question-là de manière scientifique, enfin de la manière du socialisme scientifique, du marxisme, c'est à la lumière de cette base matérielle-là, qui est que l'État bourgeois se restructure, et sa restructuration permet la montée du fascisme qui vient de la base matérielle qu'est la crise générale de l'impérialisme. Et donc on en vient à la situation internationale de montée du fascisme aujourd'hui et la situation dans l'État français. Donc il y a en fait une crise générale de l'impérialisme qui est une crise notamment des vieilles puissances impérialistes face à l'émergence d'un côté de nouveaux concurrents, de l'autre côté, face à la crise du système financier impérialiste en général. Donc il y a eu des crises financières qui ont eu lieu dans les années 90 dans différentes régions du monde. Il y a eu les crises en Amérique latine, les crises en Asie. Il y avait dans les années 80 crise qui ne s'est jamais vraiment finie, la crise de la dette en Afrique. Et dans les pays impérialistes eux-mêmes, il y a eu des crises depuis cette époque-là, les chocs pétroliers notamment, mais de manière beaucoup plus importante, la crise de 2008, notamment, qui a en fait été une crise financière et qui a touché de plein fouet les économies des pays impérialistes, notamment de l'Europe, avec ensuite ce qu'on a appelé la crise de l'eurozone, c'est-à-dire la crise qui a touché notamment les pays de la zone euro et de l'Union européenne, qui sont la majorité des pays de l'Europe, enfin des pays impérialistes d'Europe. Et cette crise-là, en fait, encore aujourd'hui, n'est pas rétablie, c'est-à-dire on n'est pas de retour à la normale. Il y a notamment via l'action enfin on pourrait y revenir si le volet économique vous intéresse, mais via l'action de banques centrales qui gèrent la politique monétaire des États et gèrent la politique monétaire notamment de l'Union européenne. Il y a des mesures qui sont mises en place pour garder l'économie et les marchés financiers
sous oxygène, en fait, sous oxygène, et depuis, en gros, la deuxième moitié des années 2010, depuis 2013-2014, et ensuite, ça a fait qu'augmenter. Et ces mesures-là deviennent de moins en moins viables. Et par exemple, la première réponse à la crise qui a commencé là sur les marchés financiers depuis un mois et demi, qui est une crise de la dette, hein, qui n'est pas une crise causée par le coronavirus. Les réponses à cette crise-là ont été d'intensifier ce qui avait déjà été fait pour 2008, mais à des niveaux très très élevés. Donc on verra combien de temps ça sera tenable en fait. Mais l'émergence de cette crise-là, elle a augmenté aussi l'exploitation qui a lieu dans les pays opprimés par les impérialistes, et elle se répercute en fait en crise économique dans les pays impérialistes. Donc par exemple l'existence du chômage, vous pouvez voir avec vous pouvez voir un truc de ouf aux États-Unis, c'est que le nombre de demandeurs de l'assurance chômage a augmenté de quelque chose genre 3 millions en quelque chose genre 2 semaines, ce qui est une augmentation de un truc genre 1000%, et c'était du jamais vu dans l'histoire américaine. Il y a aussi la Norvège qui est passée de 2% de taux de chômage le mois dernier à 10% aujourd'hui. Donc il y a cette crise-là se voit très très précisément aujourd'hui. Et globalement, elle vient aussi du fait que depuis les années 80, il y a une baisse générale des taux de profit, c'est-à-dire que la lutte pour maintenir les taux de profit pour les capitalistes, et notamment pour les impérialistes, devient de plus en plus acharnée et exige de plus en plus de politiques répressives pour être maintenue. C'est-à-dire qu'il est loin le temps où garantir la sécu, garantir l'éducation publique, l'hôpital public, les trucs comme ça faisait partie des choses que permettait la redistribution des miettes du système impérialiste, parce que les États impérialistes fonctionnaient globalement comme une période sans crise. À partir du moment où il y a eu les premières crises dans les années 70, et encore plus aujourd'hui, cette dynamique-là, elle est devenue impossible. Et donc maintenant, on est obligé, nous non, mais les impérialistes sont obligés de recourir à ces méthodes-là. Dans cette situation, ce que va faire le gouvernement démocratique bourgeois, donc des exemples de gouvernements démocratiques bourgeois récents, c'est Sarkozy, Hollande, Macron, c'est qu'ils vont restructurer l'État pour faire face à la crise. Et en faisant cette restructuration, qui est une restructuration sociale, c'est-à-dire que ils vont supprimer certains centres de politique étatique qui étaient auparavant. Donc par exemple, ils vont supprimer le monopole d'État dans la santé, ils vont supprimer des postes de fonctionnaires sur les administrations territoriales, dans de nombreux domaines. Ils vont restructurer l'enseignement supérieur et la recherche pour servir notamment les intérêts des monopoles. Ils vont restructurer l'éducation en général pour servir les intérêts des monopoles. Ils vont attaquer aussi dans le domaine politique, ils vont attaquer le régime démocratique bourgeois. Donc par exemple la course, les politiques qui sont très populaires d'ailleurs et qui ont été proposées par Macron, mais qui étaient proposées par les principaux candidats au gouvernement pendant l'élection en 2017, c'était suppression d'un certain nombre de parlementaires. Il va y avoir une restructuration aussi militaire de l'État avec aujourd'hui vous pouvez voir la propagande qui est faite pour rejoindre l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, etc. Avec la tentative d'imposer un service national universel. Va y avoir une restructuration aussi des forces de répression, donc avec une intensification des unités de police, avec la suppression de certaines unités de police qui n'ont pas un objectif répressif immédiat, pour créer des unités de police qui, elles, vont servir des plans de répression. Donc par exemple, sous Macron, Castaner a lancé un plan qui s'appelle la reconquête républicaine, et qui a déployé des nouvelles unités pour assister la BAC dans les quartiers populaires. Donc tout ça, c'est des mesures qui en fait restructurent l'État et rendent l'État en fait de plus en plus près à un régime fasciste, parce que l'État bourgeois des années 60, en France notamment, il est globalement
assez loin. Les années 60, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'il y a De Gaulle qui a une position particulière. Mais rien que les années 70, l'État bourgeois de cette période-là, malgré le fait qu'il rentre en crise, la solution immédiate n'est pas le fascisme. Par contre, va y avoir le développement dès ce moment-là de politiques qui vont, par exemple, la fermeture de l'immigration, les choses comme ça va être des mesures qui vont être prises dans ces années-là. Les premières mesures répressives vont être prises dans ces années-là. Et en fait, les mesures qui sont prises aujourd'hui sont des intensifications de ces mesures-là au même profit, c'est-à-dire au profit de la restructuration de l'État bourgeois pour le rendre capable de se maintenir dans la situation actuelle. Et par exemple, il y a une raison pour laquelle les régimes sociodémocrates comme les régimes scandinaves, genre le Danemark, la Norvège, la Suède, qui d'ailleurs sont assez idéalisés alors qu'en réalité ils ont aussi beaucoup reculé sur ces trucs-là les 10 dernières années. Il y a des raisons pour lesquelles ces régimes-là ont pu conserver une partie de leur État-providence, etc. Vu qu'ils ont des impérialismes qui sont assez développés, mais qui qui ne font pas face à la concurrence pour maintenir leur hégémonie, comme la France peut faire face à cette concurrence-là en Afrique, par exemple. Et comme ils ont une petite population à la maison, ils ont pu maintenir artificiellement des États-providence pendant plus longtemps, alors que ça a dû être liquidé en vitesse dans les grands États impérialistes, notamment la France, notamment le Royaume-Uni, etc., dès que la crise s'est fait sentir, en fait. Parce que le coût de ces régimes-là, de ces États-providence-là, pour la bourgeoisie impérialiste dans ces pays-là, était beaucoup plus élevé relativement au coût qu'il l'était dans des pays comme les pays scandinaves. Donc il ne faut pas se méprendre. La seule raison pour laquelle les pays scandinaves avaient ce régime-là, parce que pour la plupart ils l'ont plus, et pourquoi ça a émergé, c'est avant tout parce qu'ils étaient derrière en fait les premiers maillons de la chaîne de la crise des pays impérialistes. Mais aujourd'hui, ils la prennent aussi de plein fouet. Enfin, par exemple, la Suède, elle a pris 3 ou 4 ans avant de se prendre la crise de 2008 dans la gueule, mais de plus en plus, elle se la prend. Et la montée du fascisme s'est fait de manière express là-bas, parce que genre dans les années 2000, le parti fasciste était un parti nazi qui faisait des manifs dans les rues avec des drapeaux avec les croix gammées, les trucs comme ça. Et en 2020, en 2019, ils ont été élus en deuxième ou troisième force au Parlement après une espèce de politique de dédiabolisation comme il y a eu en France en fait. C'est de cette manière-là que les régimes fascistes, enfin que le fascisme aujourd'hui a pu monter, et c'est cette restructuration-là de l'État qui lui sert de base. C'est plus l'État se restructure de cette manière-là, plus l'idéologie portée par les fascistes, enfin peut être entendue et peut être soutenue, parce que les mesures qui sont mises en place par les régimes démocratiques bourgeois servent en fait aux fascistes, et elles répondent aux aspirations des fascistes, même si elles vont pas assez loin. Et donc en fait la bourgeoisie libérale est son propre fossoyeur en fait. La bourgeoisie qui s'oppose au fascisme agit elle-même pour l'arrivée du fascisme au gouvernement. Et donc le parallèle de la mise en place cette restructuration des États bourgeois, c'est qu'il va y avoir une progression du fascisme et du parti qui va l'incarner. Donc par exemple, dans l'État français, c'est le Rassemblement national. Et en général, après la première progression de ce parti-là, on va pouvoir avoir des phénomènes de ralliement d'une partie de la bourgeoisie réactionnaire à ce parti-là ou aux politiques de ce parti-là. Donc, ce qui va se passer, c'est ce qu'on va appeler l'union des droites. Donc, par exemple, ça a été réalisé en Autriche, ça a été réalisé aussi en partie en Italie avec la Ligue du Nord. Mais ça n'a pas encore été réalisé en France. Mais par exemple, l'été dernier, il y a eu une grande conférence où il y avait Zemmour, où il y avait Marion Maréchal Le Pen et d'autres grands pontes à la fois de la droite traditionnelle, on va dire, genre les conservateurs, les républicains et tout, et d'un autre côté plutôt
de ceux qui sont traditionnellement fascistes, associés au FN, etc., pour discuter des mesures qui pourraient être nécessaires pour une union des droites. Et cette alternative-là devient de plus en plus viable parce que la bourgeoisie réactionnaire voit de plus en plus dans l'alternative fasciste officiellement lissée, hein, officiellement plus douce, plus dédiabolisée qu'elle ne l'était il y a 15 ans et 20 ans. Cette alternative-là devient de plus en plus désirable par rapport aux politiques libérales que peuvent proposer par exemple les centristes et Macron, vu que Macron a réuni autour de lui une espèce de bloc libéral qui a asphyxié en fait la droite parlementaire. Et donc c'est pas étonnant qu'il y ait des députés comme Thierry Mariani, je crois, qui a rejoint le FN sur des listes électorales et qu'il y ait de plus en plus de tractations au niveau local, etc. Et par exemple en Allemagne, ça s'est passé très récemment et ça a été très médiatisé parce qu'il y a eu l'élection d'un je sais plus si c'était un conseiller régional ou d'un truc, enfin c'était un politicien quand même à un niveau assez important au niveau d'un Länder, voilà, en Thuringe, qui a été élu. Lui, il est du FDP, qui est un parti libéral, et il a été élu avec l'appui des voix de l'AfD, qui est le parti fasciste en Allemagne. Et oui, l'élection a été rejouée, je crois, où il a démissionné, quelque chose comme ça, et du coup, il y a eu réélection, et c'est Die Linke qui est un parti de gauche social-démocrate, qui a emporté l'élection. Mais en fait, ces phénomènes-là se matérialisent de plus en plus dans la plupart des pays d'Europe. Si ce n'est, se sont déjà matérialisés, enfin comme on l'a dit, en Autriche par exemple, où il y a clairement eu une alliance de gouvernement, et en Italie aussi. Et en règle générale, en fait, par exemple, le fait que la France ait un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire, selon la manière dont on veut le dire, où le président a quand même une importance et où le Parlement est élu au suffrage majoritaire, c'est-à-dire que le Parlement est élu avec plus de 50% des voix, et c'est pas une représentation exacte de chaque parti au Parlement. C'est pas parce qu'on obtient 30% des voix aux élections pour le Parlement qu'on a 30% des sièges. C'est si on remporte les élections à plus de 50% contre les adversaires locaux qu'on est élu. Donc ce système-là défavorise pour l'instant l'accession des fascistes au pouvoir, alors que dans les pays comme l'Autriche, où il y a un régime parlementaire et où du coup on doit faire des alliances et des coalitions, quand une force devient une force de coalition importante, on est beaucoup plus tenté de faire des alliances avec. Et donc c'est ce qui s'est passé notamment dans ces pays-là. Et en fait, on peut en déduire ce principe politique-là pour comprendre la situation actuelle du fascisme, c'est que l'action elle-même du gouvernement démocratique bourgeois face à la crise, les mesures qu'il va mettre en place pour se maintenir face à la crise, pour maintenir son état bourgeois face à la crise, vont renforcer le fascisme et rendre le fascisme encore plus près à la prise du pouvoir qu'il ne l'était même 5 ans auparavant. Aujourd'hui on est en 2020, si vous pensez à la situation de 2015, les mesures qui ont été mises en place par Macron depuis son élection et même par Hollande depuis la loi travail ont considérablement favorisé l'émergence d'un régime qui nierait les principes démocratiques bourgeois et qui attaquerait directement les intérêts du prolétariat et de globalement des masses qui travaillent, vu que le code du travail a été attaqué, etc. Et ces attaques-là ne peuvent que s'intensifier à mesure que la crise s'intensifie. Et la France fait partie des États qui est particulièrement touché par cette crise, étant donné que le précaré impérialiste de la France, c'est avant tout l'Afrique, et que vu l'augmentation de la concurrence notamment chinoise, mais pas que chinoise, en Afrique, l'État français est obligé de lutter dur pour se maintenir et donc d'être de plus en plus agressif. Et donc, qui dit impérialisme agressif dit impérialisme qui fait référence de plus en plus à un régime fasciste ouvert pour défendre ses intérêts. Voilà donc pour la question du fascisme aujourd'hui, et donc on en vient à la dernière partie qui est quel moyen d'action pour combattre la montée du fascisme.
Le rôle des communistes, avant tout, c'est un rôle général, c'est pas que dans la lutte du fascisme, mais c'est celui de reconstruire le parti communiste. Et dans l'ensemble des cas historiques où le fascisme a été puissant, le parti communiste a toujours été un de ses ennemis mortels les plus importants. Et enfin, rien que si on veut reprendre le Parti communiste en URSS, mais le Parti communiste allemand ou même le Parti communiste français ont lutté contre le fascisme. Le Parti communiste italien, avec la résistance, à chaque fois, le fascisme a été attaqué par les partis communistes. Et donc, reconstruire le Parti communiste pour gagner les masses à la politique antifasciste fait partie des tâches principales pour les communistes. Il faut aussi lutter en fait pour un front uni qui n'est non pas un front populaire qui est une agglomération d'organisations socialistes ou dirigées par la gauche ou la gauche de la gauche, genre la France insoumise, pour lutter contre le fascisme, parce que cette tactique-là de front populaire, elle avait un sens quand elle était avancée dans les années 30, parce que les partis communistes étaient particulièrement forts. Mais à notre époque, ça serait juste se mettre à la remorque en fait de la manière dont la social-démocratie gère la crise du fascisme, et on sait qu'elle ne la gère pas de manière correcte. Donc on n'a pas de raison de se mettre à sa roue en fait, enfin derrière elle en tout cas. Il faut au contraire lutter pour un front uni qui s'oppose ouvertement au fascisme, c'est-à-dire que l'opposition au fascisme doit faire partie des bases d'un front uni. Et elle doit permettre d'intégrer en fait de plus en plus de personnes des masses au sein du Front Uni contre le fascisme, en expliquant bien que le fascisme c'est la roue de secours de l'État bourgeois face à la crise et face à la révolution, et en organisant une autodéfense contre les fascistes. C'est-à-dire qu'il faut pas penser que parce que le FN est la pointe avancée du mouvement fasciste, parce que le FN c'est la manière la plus crédible aujourd'hui à laquelle un gouvernement fasciste pourrait à partir de laquelle un gouvernement fasciste pourrait se mettre en place, que les groupes fascistes qui font des ratonnades, que les groupes fascistes qui tabassent des gens en pleine rue, qui tentent d'interdire des quartiers à des gens sur la base de leur nationalité, leur couleur de peau, leur orientation sexuelle, etc. Toutes ces choses-là, que ces groupes-là n'existent pas, et il faut organiser l'autodéfense à la fois contre la pointe avancée du fascisme, qui est donc le Front National, mais aussi contre ces groupes-là qui en sont le relais. Et c'est notamment le rôle d'un front uni. Et si ça vous intéresse, il y a quelqu'un qui pourra vous envoyer un article de La Cause du Peuple qui a été écrit récemment sur les luttes contre Génération Identitaire en Normandie, qui insiste en fait sur cette question-là, et qui montre comment ces groupes entre guillemets fascistes de rue servent au final les intérêts des fascistes en général, et tentent de s'implanter dans de nouveaux endroits pour mettre en place leur programme réactionnaire. Il faut aussi rejeter l'antifascisme républicain, qui en fait ne sert qu'à réélire des gouvernements qui sont responsables de la montée des fascistes. Et donc il faut évidemment combattre l'idée que quelqu'un comme Macron, par exemple, nous a sauvés du fascisme. Quelqu'un comme Macron, par ses politiques, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, mais c'est pas important en fait. S'agit pas de dire que Macron est un fasciste, mais par ses politiques, Macron rend l'État bourgeois plus maniable pour les fascistes, et plus accessible pour les fascistes. Et depuis qu'il est au pouvoir, le fascisme n'a pas diminué, n'a pas été éliminé comme par magie. La contradiction a au contraire augmenté, et les exigences pour l'impérialisme français de se maintenir à son standing international dans la crise ont augmenté, et iront probablement, pour l'instant ça paraît assez clair, en s'augmentant. Donc la montée du fascisme ne sera pas combattue par les élections. Évidemment, le fait que Macron ait été élu plutôt que Le Pen, ça permet d'éviter un régime fasciste ici et maintenant,
Et globalement, c'est pour enfin, dans la lutte contre la répression qui est mise sur les masses, c'est préférable. Mais au niveau en fait, au niveau politique, la distinction entre les politiques que Macron met en place aujourd'hui et les politiques qui sont nécessaires pour mettre en place un régime fasciste, elle est, enfin, c'est quasi inexistant. Ça sert l'objectif de préparer l'État bourgeois à un régime fasciste. C'est ça l'essence en fait du fascisme d'aujourd'hui, ou qu'on peut appeler fascisme moderne. Il faut viser dans la propagande antifasciste avant tout la classe ouvrière, déjà parce que c'est une partie importante de la population dans un État impérialiste, mais aussi parce que c'est elle qui constitue le cœur en fait du prolétariat, en montrant le caractère de classe des fascistes qui se révèle de plus en plus à mesure qu'ils progressent dans le régime bourgeois. C'est-à-dire que quand on est un parti fasciste qui fait 3% des voix, ou qu'on est un parti fasciste qui vient juste de naître, on peut se prétendre anti-système très longtemps. Mais quand on est un parti fasciste au bord du pouvoir d'État, qu'on est un parti fasciste qui a, par exemple, gagné les élections européennes et qui a envoyé beaucoup de députés au Parlement européen et mis en place des groupes européens là-bas, eh ben, on se rend compte que la pratique des partis fascistes dans les gouvernements, dans les parlements, etc., c'est exactement une pratique de service au régime bourgeois et de service à l'État bourgeois, juste d'une manière qualitativement différente pour garantir les intérêts de ce régime-là, de cet État-là, même dans la crise. Mais leur caractère de classe est très visible. Donc il faut insister sur ce caractère de classe-là, montrer qui sont servis par les politiques des fascistes et qui demandent les politiques des fascistes. Et on voit que derrière se trouve le capital financier. Et donc l'alternative au fascisme, en définitive, c'est la révolution. Et ça revient au slogan qui a été donné par Rosa Luxembourg avant sa mort. Elle n'a pas vu, elle, l'émergence du fascisme en Italie ou en Allemagne, mais la tendance à la montée du fascisme était déjà claire à cette époque-là. Et ça a été synthétisé par Rosa Luxembourg dans un slogan qui est socialisme ou barbarie. Les deux alternatives possibles dans le cadre de la crise, c'est socialisme ou barbarie. Donc il y a un choix à faire, et mettre en avant que c'est ce choix qui compte, ça fait partie des manières dont on peut combattre la montée du fascisme. Voilà. J'ai fini, du coup, si, comme d'hab, si des gens veulent se mettre en vocal, euh, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez poser des questions aussi, vous êtes les bienvenus. Et puis voilà. C'est quoi exactement la théorie du fascisme moderne? C'est ce que j'ai expliqué. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, ok, parce que j'avais mal compris quand j'avais vu ça sur le site du Parti communiste maoïste de France. Donc voilà. Merci. C'est simplement une reprise en fait de Dimitrov, donc et de l'international communiste dans les années 30-40, et en parallèle une reprise des analyses du président Gonzalo du Pérou sur le fascisme, aussi un peu de Mao, et de Lénine et Staline, mais bon, enfin ça va avec Dimitrov et l'international communiste, pour expliquer la manière dont le fascisme émerge aujourd'hui en fait, et quelles sont ses caractéristiques dans l'État français. C'est-à-dire que l'analyse du fascisme moderne à l'époque où ça a été prononcé en tant que fascisme moderne, c'était en gros dans les fin des années 2000, début des années 2010, et ça avait pour objectif d'analyser les politiques du gouvernement Sarkozy. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était genre on va nettoyer les banlieues au Karcher, la réforme des retraites, la suppression de nombreux postes de fonctionnaires, des trucs comme ça. Et le nom fascisme moderne aujourd'hui est pas utilisé en tant que fascisme moderne, parce que c'est un peu, parfois ça crée des incompréhensions. Du coup, on dit plutôt fascisme d'aujourd'hui. Mais fondamentalement, c'est la même chose en fait. Et la théorie a pas changé.
elle s'est actualisée à la mesure des gouvernements qui ont suivi, parce que Hollande n'a pas fait exactement les mêmes choses que ce que faisait Sarkozy, et Macron ne fait pas exactement les mêmes choses que ce qu'ont fait Hollande et Sarkozy. Mais, la base de l'analyse reste la même. Il y avait des questions dans le chat, mais je ne sais pas si elles ont été répondues. Par exemple, il y a Nico qui parlait de la manière dont l'Allemagne d'Hitler a tenté un redémarrage économique. Faut aussi savoir sur le fascisme en Allemagne que le fascisme en Allemagne a nourri son redémarrage économique par le déficit et la dette, et que en fait l'Allemagne devait impérativement commencer à attaquer les différents pays d'Europe, parce que les pays d'Europe étaient ses créanciers, et que s'ils devaient rembourser leurs dettes, ils auraient fait banqueroute en 1941 en gros. Donc y avait une exigence à partir en guerre, et c'est aussi pour ça que le fascisme renforce la tendance à la guerre en fait. Il n'y a pas pays fasciste, c'est comme État fasciste, c'est un peu abusif comme formulation. Après, il y a des gouvernements fascistes. Alors, je sais qu'au Brésil, ils parlent pas de gouvernement fasciste. Ils disent que Bolsonaro est un fasciste, mais qu'il n'a pas réussi il n'a pas encore réussi à mettre en place un gouvernement fasciste, et que notamment il y a une opposition entre le gouvernement que lui veut mettre en place et le régime que l'armée veut mettre en place. Donc c'est pas encore un régime fasciste. Mais par contre, le risque de régime fasciste au Brésil est beaucoup plus important qu'il l'était sous Lula, par exemple. L'Inde, par contre, oui, l'Inde s'est qualifiée d'hindou fasciste par les communistes indiens, qui considèrent que le parti au pouvoir, qui est le BJP, en fait, vu qu'il gouverne notamment avec Modi, etc., et que il y a la mise en place d'un certain nombre de politiques et de lois qui font ce qu'on appelle, le corporatisme, notamment avec le système des castes, avec la corporation énorme de l'hindouisme. Cette idée-là, c'est que le BJP, c'est le fascisme hindou. Et oui, c'est vrai que c'est assez généralisé en Inde. Et que c'est pour ça que le truc de l'Inde, le plus grand régime démocratique du monde, etc., c'est un délire, mais en fait, c'est absolument fou. Et il y a les Philippines, le Parti communiste des Philippines a déclaré dans les années, enfin en 2017-2018, que le gouvernement de Duterte était fasciste. Mais depuis, je sais plus, enfin, j'ai pas lu beaucoup de leurs communiqués, mais globalement, je pense pas que ça ait changé, parce que les politiques qui ont été mises en place par Duterte ont fait que intensifier. Donc, notamment, Duterte avait une politique qui s'appelait la contractualisation et la fédéralisation, qui avait pour objectif de supprimer l'importance du Parlement philippin dans le régime politique, et de supprimer globalement le faible code du travail qui existait aux Philippines, pour permettre plus d'ingérence sur des monopoles américains notamment, Moi, j'ai une question. ou des monopoles chinois. J'ai une question, camarade. Mhm. Je sais qu'on en a déjà discuté, mais je pense que c'est le moment. Qu'est-ce que tu fais est-ce que tu ne penses pas que euh, l'analyse de Dimitrov du fascisme lors du dernier congrès de l'Internationale communiste, et notamment de la stratégie du Front populaire, a été, alors je sais pas malgré lui ou contre lui, a été comment est-ce que je pourrais, comment je vais formuler, c'est, est-ce que finalement, la manière dont pas mal de partis communistes ont interprété le Front populaire ne vient pas de la manière dont Dimitrov élabore la stratégie de lutte contre le fascisme? Est-ce qu'au final, l'interprétation que fait Dimitrov ne laissait pas des tendances déviationnistes et opportunistes se faire dans l'application du Front populaire, par exemple, comme il s'est fait en France ou ailleurs? C'est une question compliquée, mais
Euh, oui, probablement, parce que quand on regarde la manière dont le Front populaire ça a été appliqué, en France, le PCF s'est mis à la remorque de la SFIO. Il y a eu en fait beaucoup de pays où ça a été appliqué plutôt à droite, on va dire. C'est-à-dire que l'idée que la lutte contre le fascisme résidait avant tout dans le front et pas dans le parti, ça a abouti à la mise en place de ces politiques-là qui ont du coup qui ont d'abord pas prévenu le fascisme, hein, parce que le fascisme en est sorti renforcé, et qui ont surtout mis les partis communistes dans une contradiction qu'ils ont pu surmonter que quand il y a eu pour le coup les résistances antifascistes notamment, et où du coup la stratégie a changé, parce que là c'était la lutte armée contre le fascisme, et les fronts populaires de lutte armée, ou les organisations populaires de lutte armée qui ont été mises en place étaient dirigées par les communistes. Et dans ce cas-là, elles se sont montrées justes, parce qu'à mon avis, elles avaient pour base le parti. Genre, si on prend par exemple l'armée Oui, les populaire partisans en Europe de l'Est, quoi. en Albanie, les partisans en Albanie, qui ont libéré pour le coup tout seuls le pays. Eux avaient pour centre le Parti communiste, et Ouais, ils ont alors qu'en France, c'est les FTP et c'était simplement le front, quoi. voilà. Et pourtant, enfin, ça a quand même, enfin, les FTP c'était quand même Oui, oui. ça allait Mais plus bon. loin que le Front populaire. Mais ouais, il y a sûrement de ça. Enfin, il y a sûrement de ça dans qui a le plus grand rôle de lutte contre le fascisme, et quel doit être le centre de la lutte contre le fascisme. Et en fait, ça revient au fait que peut-être qu'à à cette époque-là, l'idée de préserver l'URSS aussi d'une invasion immédiate en bloquant temporairement les fascistes dans les pays d'Europe de l'Ouest, c'était important. Donc ça a peut-être aussi conduit à des dérives. Non, mais Casa, en fait, la question qui nécessite des contextes historiques, en fait, le véritable problème que moi j'ai, mais ça dépasse le cadre, c'est que moi j'ai un problème avec le 5e congrès de l'international communiste. Le Il y a septième. le 7e, pardon, pas le 5e, enfin, le dernier qui a eu lieu en 35. C'est pour ça que je pose la question, parce que je pense qu'il y a eu, déjà c'est le dernier, et je sais pas Il y a une pourquoi c'est le raison. dernier. Et il y a pas mal de raisons qui font que, enfin, il y a eu deux lignes, en tout cas, au niveau international, cette question-là, avec les organisations, et même pour savoir sur la compréhension comment dire, de ce congrès-là et des mots d'ordre notamment Dimitrov et de Front populaire. C'est ce congrès-là qui analyse qui analyse la montée du fascisme, et qui met en place du coup le mot d'ordre de Front populaire. Qui je pense qui je pense est pas mauvais en soi, hein, mais après il faudra analyser plus particulièrement la manière, parce qu'il faudra analyser les autres congrès pour voir comment est-ce que l'international communiste analyse la démocratie bourgeoise, comment est-ce qu'ils Bah, analysent le fascisme, la stratégie, parce qu'il y a eu il y a pas mal de changements entre le 5e, le 6e et le 6e congrès, et notamment par sur est-ce exemple, que la guerre est toujours possible, les genres de choses. Enfin, il y a pas mal de. Par exemple, Bref, le je fait que sais que c'est pas le le sujet, mais sixième voilà. congrès, pour donner le contexte, le sixième congrès, ils avaient mis comme mot d'ordre classe contre classe. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a eu une sorte de revirement avec le septième congrès, où classe contre classe est passé à Front populaire. Hmm. Et du coup, peut-être que ce revirement-là a pu être tordu à droite par le fait que il s'opposait au mot d'ordre du congrès précédent. Oui, puis l'application pour le coup, l'application était très à droite parce que l'application de classe contre classe a été extrêmement gauchiste Voilà. dans pas mal de pays. C'est-à-dire alors je peux comprendre qu'en Allemagne c'était compliqué de pouvoir s'allier avec le SPD, mais euh, notamment le fait de dire que le social-démocratie c'est l'aile modérée du fascisme et ce genre de choses, c'est voilà, ça peut. Oui, je suis d'accord, Sarah, que ça serait mieux d'en parler. Enfin, si on doit en parler, ça serait mieux d'en parler après d'autres questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y a une question, c'est le social-fascisme, mais je sais pas si c'est une question ou si c'est juste. Si c'est par rapport à la qualification que faisaient les Chinois à l'époque enfin que faisait Mao quand il disait que l'URSS de Brejnev c'était un régime un régime dictatorial comme celui d'Hitler. Ah oui.
Et donc le fait qu'ils utilisaient le terme de social-fasciste pour désigner l'URSS de Brejnev. Je crois que c'est ça la question. Est-ce que... Ouais, il est encore là, Cornelius. Effectivement. Sinon, il y avait un camarade qui demandait si il y avait des mouvements proto-fascistes chez les Blancs pendant la Révolution d'Octobre. Oui. Après, c'était pas des fascistes parce qu'il y a pas encore des fascistes, mais pas mal vont les rejoindre. Genre tous ceux qui vont se casser en Mandchourie et tout. Genre Semyonov et tous les anciens Cosaques et tout, ils vont se réfugier en Mandchourie et ils vont participer avec l'aide des Japonais à la constitution des 2 principaux partis fascistes russes. Je crois qu'il y a il y avait genre le parti fasciste russe et le front fasciste de l'ensemble de la Russie. Enfin, il y avait plusieurs organisations fascistes. En tout cas, les blancs en Russie, c'est plutôt des réactionnaires à l'ancienne ou des adeptes de la dictature militaire que des fascistes. Kornilov, Denikin, Wrangel, même Kolchak, ce sont pas des fascistes. Wrangel, c'était le plus modéré, je crois. De quoi? Wrangel, c'était le plus libéral, je crois. Ou Kolchak. Je sais pas, bonne question, mais en tout cas que le mouvement blanc, enfin que l'immigration russe blanche et le mouvement blanc aient par contre façonné le fascisme en Europe et aux États-Unis, ça par contre c'est un fait. Parce que par exemple la diffusion massive du protocole des sages des Sions, c'est notamment grâce aux blancs en fait que ça a été massivement exporté et que en fait ils ont été un terreau après la guerre, notamment dans le financement et dans l'organisation de pas mal d'organisations fascistes, notamment aux États-Unis. Il y a une question sur la distinction entre une dictature militaire et du fascisme. En général, les dictatures militaires sont fascistes. Mais les fascismes, enfin les régimes fascistes ne sont pas tout le temps des dictatures militaires. Voilà. Par contre, il y a un truc. Bon, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Okay. Le fascisme, c'est des peintres, exactement. Il y a un truc sur lequel je voulais clarifier parce que du coup, comme on a dit que le fascisme, il avait pour base le capital financier, les pays opprimés n'ont pas de capital financier propre. Donc, une question se pose qui est comment est-ce qu'il peut y avoir des régimes fascistes qui prennent appui sur le capital financier dans des pays où il n'y a pas de capital financier? La réponse à cette question, c'est déjà que le capital financier dans ces pays-là, il est exporté par des pays impérialistes, donc c'est du capital financier qui est étranger, sur lequel se base le régime fasciste, et que en fait, sous le fascisme, les relations avec la puissance impérialiste dominante s'intensifient. Par exemple, si on prend Pinochet au Chili, le passage au régime de Pinochet, en plus d'apporter le fascisme au Chili, a aussi apporté une ribambelle d'influences américaines au Chili, comme les Chicago Boys, qui étaient des économistes de l'école de Chicago qui venaient des États-Unis. Des libéraux, quoi. Des ultralibéraux globalement, qui en fait ont été les conseillers économiques spéciaux du régime de Pinochet pendant très longtemps. Et c'est en fait c'est ça la réponse. Si jamais vous posez la question de d'où vient la base économique, la matrice du néolibéralisme, elle est là. Si d'où vient la base économique des régimes fascistes dans des pays semi-coloniaux, semi-féodaux, c'est ça. La Turquie est fasciste, oui, et il y a alors ça fait longtemps que je l'ai lu, du coup je sais pas si je serais capable de bien expliquer, mais en fait la fondation de la Turquie comme un régime kémaliste, c'est-à-dire qui a été créé par Mustafa Kemal Atatürk. En fait, la fondation du régime turc moderne a fondé un régime fasciste, et le kémalisme est fasciste. Et du coup,
les dérives du kémalisme, enfin ce qui sort du kémalisme ou qui prend pour base le kémalisme, que ça soit pour s'y opposer ou pour s'en revendiquer aujourd'hui en Turquie, est un fascisme. Donc c'est pour ça qu'on qualifie l'État turc de régime fasciste. Mais il y a un bouquin de Kaypakaya sur ça qui est assez facile à lire, sur le kémalisme. Et si je le retrouve, je te l'envoie. Moi, j'ai une question. Non, du coup, pas toutes les dictatures de droite, non. Allô? Oui, oui, on t'entend. Qu'est-ce que le terme fasciste, ça recouvre comme réalité exactement aujourd'hui et à l'époque? Et qu'est-ce que tu penses de ce... Là, on t'entend plus. On m'entend plus à partir d'où? T'as dit les réalités que ça recouvre, et puis ensuite jusqu'à l'époque, et puis ensuite on t'entend plus entendu. Aujourd'hui et à l'époque, et de ce que disait Mao sur l'URSS, comme il en parlait comme d'un régime fasciste, donc a fortiori de dire que les... Là, on t'entend plus. On m'entend? Allô? Là, c'est bon, ouais. Bah, si tu veux, j'ai envoyé un article qui parle du kémalisme, et il y a, je l'ai pas en français, je l'ai en anglais, je crois, sur le kémalisme, mais, euh, mais en gros, la base sur laquelle s'est formé le régime actuel de la Turquie est une base fasciste. Donc, comme le régime n'a jamais été transformé, bah, enfin, sauf pour devenir plus réactionnaire qu'il ne l'était déjà. Ah, d'ailleurs, j'ai une question sur la Turquie. C'est comment on explique du coup l'opposition entre les fascistes kémalistes et du coup les fascistes plus religieux comme Erdogan. Un exemple c'est pas la question nationale en Turquie, hein, le texte. C'est à propos du kémalisme, mais je le retrouve pas en fait. Ça m'énerve. Si quelqu'un le retrouve, qu'il le mette. Je peux peut-être répondre à la question sur le truc, parce que c'est pas dans cette débat. Et sur la question de est-ce qu'il y a un exemple de dictature de droite pas fasciste, je sais pas. Non, mais en fait,
Bah si, par exemple, il y a je sais pas, non, le Shah d'Iran, c'était fasciste, oui. Donc, la définition du fascisme qu'on donne est pas si large que ça. Elle se base sur une analyse économique. Après, là, on pose des questions genre des pays. Est-ce que tel pays avait un gouvernement fasciste à telle ou telle époque? Faut voir en fait ce qui en a été dit par les communistes de l'époque. Les communistes à l'époque du Shah d'Iran se faisaient liquider en masse et exécuter. Je vous garantis qu'ils parlaient pas de régime démocratique bourgeois. Hein.